Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Tu as une idée, un projet, un produit, mais tu galères à le vendre. Tu as du mal à convaincre, à prospecter, à conclure. Alors ce résumé va te faire gagner des années. Bienvenue dans le cœur du business, la vente. Aujourd'hui, je te partage les pépites du grand livre de la vente, écrit par deux maîtres en la matière, Nicolas Caron et Frédéric Vandeuvre. Prépare-toi, ce n'est pas un simple livre. C'est une formation condensée, une boîte à outils mentale pour vendre plus, vendre mieux, et surtout, vendre sans tricher. Le grand livre de la vente a été écrit par Nicolas Caron et Frédéric Vandeuvre, deux experts de la vente et dirigeants du cabinet Halifax Consulting. Ils l'ont rédigé pour transmettre les meilleures pratiques commerciales, professionnaliser le métier de vendeur et offrir un guide complet, pratique et adapté aux enjeux modernes de la vente. Introduction. Dès les premières lignes, les auteurs posent une vérité simple et pourtant souvent négligée: tout commence par la vente. Peu importe la qualité de ton produit, la noblesse de ta mission ou l'innovation de ton service, si tu ne sais pas vendre, tu ne vas pas loin. Et ce constat ne s'applique pas qu'aux commerciaux. Il concerne aussi les entrepreneurs, les indépendants, les coachs, les porteurs de projets, les créateurs. Bref, tous ceux qui doivent convaincre pour avancer. La vente, ce n'est pas un rôle annexe dans le business. C'est le moteur de toute activité économique. C'est elle qui génère le chiffre d'affaires, qui crée le lien avec les clients, qui valide que ce que tu proposes a de la valeur dans le réel. Mais attention, les auteurs ne parlent pas de cette vente agressive, caricaturale, où l'on force la main. Ils rejettent cette vision dépassée du vendeur manipulateur. Ce qu'ils défendent, c'est une vente éthique, stratégique, moderne. Une vente qui part d'un besoin réel et qui y répond avec pertinence et intelligence. Changer son regard sur la vente. L'introduction invite à une véritable transformation mentale, changer notre rapport à la vente. Trop souvent, vendre fait peur. On associe cela à du rejet, à de la gêne, à une peur d'imposer. Résultat, beaucoup d'entrepreneurs hésitent à se mettre en avant, à faire une proposition, à conclure une opportunité. Mais en réalité, vendre n'est rien d'autre que le prolongement naturel d'un service utile. Pour y arriver, il faut comprendre que le client ne cherche pas un vendeur, il cherche quelqu'un qui comprend son problème et qui lui apporte une solution concrète. La vente, dans cette logique, devient un acte de service. Un échange de valeurs. Et plus tu es aligné avec ce que tu proposes, plus tu vends avec sincérité et conviction. Un métier, une méthode, une posture. Les auteurs insistent sur une autre idée forte: la vente est un vrai métier, qui s'apprend, qui se travaille, qui se perfectionne. Ce n'est pas un talent inné réservé aux extravertis ou aux beaux parleurs. C'est une discipline, avec ses outils, ses réflexes, ses règles d'or. Et comme tout métier, elle demande une posture professionnelle, préparation, écoute, rigueur, stratégie, adaptabilité. Cette introduction annonce donc la promesse du livre: t'offrir une méthode complète, concrète et accessible, pour progresser dans l'art de la vente, que tu sois commercial débutant ou entrepreneur en phase de lancement. Pourquoi ce livre existe? Ce livre est né d'un constat simple mais essentiel. Beaucoup de gens ont un grand potentiel, mais échouent parce qu'ils ne savent pas le vendre. Ils ont des idées brillantes, des produits utiles, des projets qui mériteraient d'exister, mais ils restent invisibles. Le but du livre est donc de donner à chacun les clés pour rendre ses idées désirables, ses propositions irrésistibles, et son discours efficace. Chapitre 1. Mieux vendre commence par mieux se comprendre soi-même. Ce premier chapitre commence par une révélation simple mais profonde. La performance en vente commence d'abord par la connaissance de soi. Autrement dit,
Tu ne peux pas convaincre les autres si tu ne t'es pas d'abord convaincu toi-même. 1. Vendre, c'est une affaire de posture intérieure. Les auteurs expliquent que la vente est avant tout une affaire d'état d'esprit. Ce n'est pas une simple série de techniques ou de phrases toutes faites à réciter. C'est ton regard sur toi-même, sur l'autre, sur ton offre, qui conditionne ton impact. Il pose une question clé. Quel regard portes-tu sur ton métier? Si tu penses que vendre, c'est déranger, tu dérangeras. Si tu crois que vendre, c'est aider, alors tu aideras. C'est ici qu'intervient une citation percutante de Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et philosophe. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans cette réponse réside notre liberté. Appliquée à la vente, cela signifie que tu peux choisir ton intention, ton énergie, ta manière d'approcher les autres. Et ce choix change tout. 2. La vente commence par une conviction personnelle. Pour bien vendre, tu dois être profondément convaincu de la valeur de ce que tu proposes. Tu ne peux pas inspirer la confiance si tu es toi-même dans le doute. Les auteurs rappellent qu'un bon vendeur, ce n'est pas un acteur. C'est un ambassadeur sincère. Prenons un exemple. Imagine un coach qui vend un accompagnement pour aider des entrepreneurs à se lancer. Il a un bon programme, des outils efficaces, mais il doute. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que les gens vont accepter ce prix? Ce doute intérieur se voit, se sent, et affaiblit tout son discours. Maintenant, imagine le même coach, mais aligné, convaincu que ce qu'il propose peut changer des vies. Son énergie est différente, son regard est droit, sa voix est posée. Il ne vend plus, il transmet une mission. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. 3. Identifier son propre rapport à la vente. Ce chapitre t'invite aussi à faire une introspection. Pose-toi les bonnes questions. Quelle image ai-je de la vente? Quel souvenir personnel ai-je de bonne ou mauvaise vente? Quelle est ma propre relation à l'argent, à la persuasion, à la réussite? Car parfois, ce n'est pas le produit qui bloque, c'est toi. C'est ton inconscient qui t'auto-censure. Un exemple courant, certains entrepreneurs n'osent pas parler de prix. Ils présentent leur offre, puis ils bafouillent, contournent, évitent la question, baissent leurs tarifs à la première objection. Pourquoi? Parce qu'ils associent le prix à une perte, un conflit ou un rejet personnel. Alors que vendre à un prix juste, c'est simplement reconnaître la valeur de son travail. 4. Une leçon de vie, l'alignement crée l'aisance. Ce chapitre nous enseigne une grande vérité. La vente devient fluide quand tu es aligné entre ce que tu fais, ce que tu dis, et ce que tu crois. Quand tu crois profondément à ton offre, que tu la proposes avec respect et enthousiasme, alors tu ne vends plus. Tu dialogues, tu écoutes, tu proposes une solution, et les gens te suivent naturellement. Comme le disait Ralph Waldo Emerson, philosophe américain. Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Ce n'est donc pas ton pitch qui fait la différence. C'est ta présence, ton assurance, ton authenticité. Chapitre 2. Le commercial, ce héros discret du monde moderne. Ce chapitre commence par un constat dérangeant. Dans l'imaginaire collectif, le commercial n'a pas toujours bonne réputation. Il est souvent vu comme un personnage insistant, intéressé, presque manipulateur. Et pourtant, sans les commerciaux, aucune entreprise ne tourne. Aucune innovation ne se diffuse. Aucune solution ne trouve preneur. Ce chapitre redonne donc à la fonction commerciale toute sa noblesse, sa profondeur, et même, une dimension humaine et héroïque. Le vendeur est un pont entre deux mondes. Les auteurs expliquent que le vendeur est celui qui relie deux univers, celui de l'offre et celui du besoin. D'un côté, il y a une solution. De l'autre, un client qui a un problème, parfois même sans le savoir. Et entre les deux, il faut un médiateur compétent, capable de créer la rencontre, de faire comprendre,
de faire adhérer. Un bon vendeur, ce n'est pas un beau parleur. C'est quelqu'un qui écoute profondément, qui comprend sincèrement, et qui sait traduire une offre en valeur concrète pour l'autre. Une citation fondatrice de Peter Drucker. Peter Drucker, l'un des penseurs majeurs du management moderne, disait: le but d'une entreprise, c'est de créer un client. Et pour créer un client, il faut quelqu'un qui soit capable de faire passer l'autre d'un état de doute à un état de confiance, d'un besoin diffus à une solution claire. C'est là que le rôle du commercial devient central. Prenons l'exemple d'un artisan menuisier talentueux. Il fabrique des pièces uniques, solides, esthétiques. Mais il reste dans son atelier. Il attend que les gens viennent à lui. Il pense que la qualité de son travail parlera d'elle-même. Résultat, il est invisible. Les clients ne le connaissent pas. Son carnet de commandes reste vide. Ce n'est pas la qualité qui manque. C'est la capacité à la faire connaître, à la présenter, à la rendre désirable. Le commercial, dans ce cas, serait celui qui irait raconter l'histoire de ses meubles, qui irait au contact des acheteurs potentiels, qui ferait le lien entre la création et le besoin du marché. Vendre, c'est servir, pas s'imposer. Les auteurs insistent sur cette nuance essentielle: le vendeur n'est pas un intrus. Il est un facilitateur. Il ne force pas, il accompagne. Il ne ment pas, il explique, éclaire, questionne, propose. Cela demande une posture d'humilité, mais aussi de solidité intérieure. Il faut accepter de ne pas toujours conclure. Il faut savoir poser des questions sans avoir peur des réponses. Il faut être présent sans être pesant. Cela rejoint la pensée de Socrate, qui utilisait l'art du questionnement pour aider les autres à accoucher de leur propre vérité. Un bon vendeur n'impose pas une solution. Il aide le client à la découvrir. Le commercial, c'est celui qui ose. Ce chapitre insiste aussi sur le courage du vendeur. Ce n'est pas un rôle facile. Il faut oser prendre contact. Oser entendre, non. Oser se relever après un échec. Oser se remettre en question. Le vendeur est l'un des rares métiers où la réponse négative fait partie du quotidien. Et pourtant, il continue. Il avance. Il apprend. Il persévère. C'est une vraie leçon de vie. Comme le disait Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Chapitre 3. L'art de poser les bonnes questions. Après avoir compris que la vente repose d'abord sur une posture intérieure et une vraie utilité, ce chapitre aborde l'une des compétences les plus puissantes en vente, la capacité à poser les bonnes questions. Les auteurs insistent sur ce point: les meilleurs vendeurs ne sont pas ceux qui parlent le mieux, mais ceux qui savent écouter en posant les questions qui révèlent la puissance de la question bien placée. Vendre, ce n'est pas réciter un argumentaire. Ce n'est pas impressionner avec des discours techniques ou une énumération de qualité. Vendre, c'est comprendre l'autre, aller au cœur de son besoin, de son envie, de sa réalité. Et pour ça, il faut questionner. Mais pas n'importe comment. Il faut poser des questions ouvertes, profondes, honnêtes, qui amènent ton interlocuteur à réfléchir à ce qu'il veut vraiment, et à se rendre compte par lui-même qu'il a besoin de toi. L'exemple du médecin. Imagine un médecin qui, dès que tu arrives dans son cabinet, te tend une ordonnance sans t'avoir écouté. Tu penserais sûrement qu'il est incompétent ou qu'il s'en moque. Un bon médecin commence toujours par te questionner. Il cherche à comprendre les symptômes, le contexte, ton mode de vie. Il fait un diagnostic, pas un pari. C'est exactement ce que doit faire un bon vendeur: diagnostiquer avant de prescrire. L'écoute active, un atout négligé. Les auteurs rappellent que l'écoute est une compétence active, pas passive. Écouter, ce n'est pas attendre que l'autre ait fini pour pouvoir parler. C'est s'immerger dans sa réalité, capter ses mots, mais aussi ses non-dits. Cela demande de la présence, de l'attention, du silence. Et surtout, cela crée une relation de confiance, où le client se sent compris, respecté, valorisé. Comme le disait Épictète, philosophe stoïcien, si Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche, c'est peut-être pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Par exemple,
Prenons un entrepreneur qui vend des formations en ligne. S'il commence directement par présenter son programme, son tarif, ses modules, il risque de perdre son client. Mais s'il commence par « Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui pour avancer dans votre activité? Qu'avez-vous déjà essayé? Quel serait pour vous un vrai changement mesurable ?» Alors il place l'autre au centre. Et son offre viendra ensuite comme une réponse logique, attendue, même désirée. Le piège de la précipitation. Beaucoup de vendeurs débutants font l'erreur de vouloir convaincre trop vite. Ils veulent rassurer, argumenter, démontrer, alors que l'autre n'a même pas encore exprimé clairement son besoin. Résultat, l'acheteur se ferme, se méfie ou se désintéresse. Les auteurs insistent, dans un bon processus de vente, le client doit parler davantage que le vendeur au départ. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie d'intelligence commerciale. Une leçon de sagesse, la vérité vient de l'autre. Dans toute relation humaine, ce qui a de la valeur ne peut pas être imposé. La vérité utile, la décision d'acheter, doit émerger du client lui-même. C'est en cela que le vendeur devient un guide, un facilitateur, presque un coach. Comme le disait Lao Tse, celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui ne la pose pas le reste de sa vie. Chapitre 4. Argumenter, ce n'est pas convaincre à tout prix, c'est faire comprendre. Dans les chapitres précédents, on a appris qu'un bon vendeur commence par se connaître, qu'il adopte une posture de service, et qu'il questionne avec finesse. Ce 4e chapitre aborde la suite logique, comment argumenter efficacement une fois que le besoin du client est bien compris. Les auteurs montrent ici que l'argumentation commerciale est un art subtil, qui repose moins sur la force que sur la précision. Il ne s'agit pas de parler plus fort que les objections, mais de parler plus juste. Le but de l'argumentation, traduire une valeur en bénéfice concret. Le vendeur débutant a tendance à se concentrer sur les caractéristiques de son produit ou de son service. Mon application est rapide, intuitive, sécurisée. Ma méthode dure tant de jours et contient plusieurs modules. Mais ce que le client cherche à entendre, ce n'est pas ce que tu proposes, c'est ce que cela va changer. Pour lui, ce qui touche, ce qui convainc, ce qui déclenche une décision, c'est le bénéfice perçu. Autrement dit, en quoi ton offre améliore concrètement la vie du client? Comment va-t-il se sentir, travailler, avancer différemment grâce à toi? Par exemple, un consultant en gestion du temps pourrait dire: j'ai une méthode en 6 étapes pour mieux organiser son emploi du temps. Mais un bon argument serait plutôt: les entrepreneurs que j'accompagne retrouvent de la clarté mentale, gagnent en énergie, et réussissent enfin à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Autre exemple, un vendeur de site web ne dira pas simplement: je crée des sites modernes avec une belle interface. Il dira: votre futur client trouvera facilement ce qu'il cherche, se sentira rassuré, et passera à l'action dès la première visite. Argumenter, c'est aussi faire un lien personnalisé. Les auteurs rappellent une règle essentielle: ce qui fait vendre, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que l'autre comprend et ressent. C'est pourquoi une bonne argumentation n'est jamais universelle. Elle est adaptée à chaque interlocuteur, en fonction de ses priorités, de ses mots, de son contexte. Pour cela, il faut rebondir sur ce que le client a dit dans la phase de découverte. Lui montrer que tu l'as écouté. Par exemple, vous me disiez que vous perdez beaucoup de temps à gérer vos rendez-vous. La solution que je vous propose automatise tout cela, et vous permet de vous concentrer sur vos clients, pas sur les contraintes logistiques. La persuasion sans pression. Les auteurs insistent sur un point très important: il ne faut jamais chercher à forcer une décision. Le vrai vendeur ne pousse pas. Il clarifie, il rassure, il explique avec précision, et il laisse la place à l'autre pour décider. C'est en cela que l'argumentation devient élégante. Elle ne cherche pas à vaincre, mais à éclairer. Comme le disait Blaise Pascal, les hommes sont convaincus par des raisons qu'ils découvrent eux-mêmes, autant que par celles qu'on leur donne. Ce que dit ton attitude. L'argumentation ne passe pas uniquement par les mots. Elle passe par ton regard,
ton calme, ton ton de voix, ta confiance en toi, et surtout ton alignement. Un vendeur convaincu mais détendu inspire confiance. Un vendeur qui surjoue ou qui insiste trop déclenche souvent de la méfiance. Ce chapitre nous rappelle que ton attitude est souvent ton meilleur argument. Leçon de vie, l'élégance dans l'échange. Argumenter, ce n'est pas remplir des cas. C'est offrir à l'autre une vision claire de ce qu'il peut obtenir. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Tu ne changes rien à la pièce, mais tu rends visible ce qu'elle contient. C'est dans cette optique que les auteurs appellent à une vente respectueuse, fondée sur la justesse, la clarté et l'authenticité. Chapitre 5. Répondre aux objections avec calme, tact et intelligence. Ce chapitre aborde un moment décisif dans tout processus de vente, la gestion des objections. Une objection, ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas non plus une attaque personnelle. C'est simplement un signe que le client réfléchit, hésite, questionne. Et c'est précisément à ce moment que le rôle du vendeur prend tout son sens. L'objection est une opportunité déguisée. Les auteurs l'expliquent dès le départ. Une objection, aussi inconfortable soit-elle, est une preuve d'intérêt. Celui qui ne dit rien n'achètera probablement pas. Celui qui soulève une objection est déjà engagé dans une réflexion. Il faut donc changer de regard sur l'objection. Ce n'est pas un mur, c'est une porte entr'ouverte. Et c'est à toi de savoir comment l'ouvrir, sans forcer, mais avec tact. Exemple d'objection fréquente. Un client peut dire, c'est trop cher, je dois réfléchir, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Je vais en parler à mon associé. Ces phrases sont très courantes. Mais derrière chacune d'elles, il y a un vrai besoin non formulé, une crainte, un doute, une inquiétude. Le vendeur expérimenté ne répond jamais trop vite. Il ne se précipite pas pour contredire. Il creuse. Par exemple, face à « c'est trop cher », il peut répondre « je comprends. Par rapport à quoi exactement trouvez-vous cela élevé ?» Et parfois, le client te révélera que ce n'est pas le prix, mais la valeur perçue qui n'est pas claire. Écoutez, reformuler, rassurer. Les auteurs insistent sur une attitude clé, le calme. Il ne faut jamais se sentir attaqué. Il ne faut jamais se braquer. Une objection, ça s'accueille avec ouverture. On peut la reformuler pour bien en saisir le fond. Si je comprends bien, ce qui vous inquiète, c'est de ne pas être certain que les résultats seront à la hauteur de l'investissement. Est-ce bien cela? Cela montre que tu écoutes, que tu respectes le point de vue de l'autre, que tu ne minimises pas ses préoccupations. Et ensuite, on peut rassurer, non pas avec des promesses excessives, mais avec des preuves, des exemples, des témoignages. Une citation de Confucius pour guider cette posture. Confucius disait, « L'homme supérieur est calme et serein. L'homme inférieur est toujours préoccupé. » Dans une vente, celui qui garde sa sérénité inspire confiance. Celui qui s'agite, s'énerve ou insiste perd sa crédibilité. La tranquillité du vendeur est souvent ce qui permet au client de dépasser ses doutes. L'objection n'est pas un obstacle, c'est un miroir. Ce chapitre te fait comprendre une chose profonde. L'objection reflète souvent les peurs du client, mais parfois aussi tes propres incertitudes. Si toi-même tu doutes de ton tarif, ou de la valeur de ce que tu proposes, alors les objections vont te désarçonner. Mais si tu es sûr de ton offre, aligné avec ta mission, confiant sans arrogance, alors tu accueilleras les objections avec bienveillance. Tu sauras les transformer en dialogue, en compréhension, en confiance. Une leçon de vie, tout dialogue passe par des résistances. Dans la vie comme dans la vente, chaque relation sérieuse passe par des zones de tension. Vouloir éviter les objections, c'est vouloir une vente irréaliste. Les auteurs t'invitent à voir l'objection comme un pont vers la confiance, à condition de ne pas la contourner ni de la combattre. C'est dans l'échange vrai, même s'il est inconfortable, que se crée la solidité de la relation. Chapitre 6. Conclure la vente, l'art de transformer l'intérêt en décision. Ce chapitre traite de l'étape cruciale dans le parcours commercial, la conclusion.
C'est le moment où l'intérêt exprimé par le client doit devenir une décision claire. Pourtant, conclure n'est pas synonyme de pression ou de manipulation. C'est plutôt l'aboutissement naturel d'un dialogue construit sur la confiance et la compréhension. L'importance de la confiance. Les auteurs rappellent que la conclusion ne se fait jamais dans la précipitation. Elle s'appuie sur une relation de confiance solide, bâtie tout au long des étapes précédentes. Si le client a été écouté, compris, rassuré, alors il est prêt à s'engager. Par exemple, imagine un entrepreneur qui propose un service de coaching. Après plusieurs échanges où il a bien cerné les besoins du client et répondu à ses questions, il sait que son offre correspond parfaitement. La conclusion ne sera pas un simple « alors, vous signez », mais une proposition claire. Nous pouvons démarrer dès que vous le souhaitez. Quelle date vous conviendrait pour la première séance? Cette question invite à choisir plutôt qu'à débattre. La conclusion comme une continuité. Conclure, c'est aussi anticiper la suite. C'est montrer que le processus ne s'arrête pas à la signature mais continue dans un accompagnement. Cette vision rassure et valorise la relation. Comme le disait Aristote, le but de la rhétorique est de persuader avec justice. Conclure une vente, c'est donc persuader avec honnêteté, sans forcer ni manipuler. Dans toute démarche, la patience et l'écoute sont récompensées. Forcer une décision crée souvent des résistances. Laisser la place au client pour qu'il s'engage à son rythme montre du respect et renforce la relation. Chapitre 7. Fidéliser. Transformer une vente en relation durable. Ce chapitre souligne que la vente ne s'arrête pas à la conclusion. La vraie valeur vient de la capacité à créer une relation durable avec le client. Fidéliser, c'est bâtir la confiance dans la durée, renouveler l'échange, et ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. La fidélisation, un levier puissant. Les auteurs insistent sur le fait qu'un client fidèle est bien plus précieux qu'un nouveau client. Il connaît déjà la qualité de ton travail, il te fait confiance, et il peut devenir un ambassadeur qui parle de toi autour de lui. Prenons l'exemple d'un formateur qui après une session de formation propose un suivi personnalisé à ses clients. Ce suivi permet d'adapter les conseils, de répondre aux nouvelles questions, et surtout de montrer que la relation ne se limite pas à la vente initiale. La clé, l'écoute et la réactivité. Fidéliser, c'est surtout rester à l'écoute. Comprendre les évolutions des besoins, répondre rapidement aux demandes, anticiper les attentes. Cela nécessite une vraie organisation et une volonté de servir le client au-delà de la simple transaction. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. La fidélisation repose sur cette attention sincère, sur ce soin invisible qui fait toute la différence. Dans la vie comme en affaires, les relations les plus fortes sont celles qu'on cultive avec patience, respect et authenticité. Une vente est une rencontre, la fidélisation est une histoire. Conclusion. Le livre se termine sur une idée forte et essentielle, la vente n'est pas une simple technique ou une série d'astuces. C'est un art humain, un acte de confiance, un engagement personnel. Pour réussir, il faut avant tout croire en ce que l'on propose, mais aussi en soi-même. C'est cette conviction qui fait toute la différence, qui crée le lien avec le client et qui rend la vente naturelle, fluide et sincère. Un parcours d'apprentissage. Les auteurs rappellent que devenir un bon vendeur est un chemin. Il faut apprendre, pratiquer, se tromper, se relever et progresser sans cesse. Ce n'est pas réservé à une élite, mais accessible à tous ceux qui acceptent de travailler leur posture, leur écoute et leur capacité à servir. Plus qu'un manuel, ce livre est une invitation à passer à l'action. À sortir de sa zone de confort, à oser aller vers les autres, à comprendre que vendre, c'est avant tout donner du sens à ce que l'on fait. Une vision respectueuse de la vente. Le grand message final est que la vente peut être un acte noble, à condition d'être guidé par l'éthique, la clarté et le respect. Vendre, ce n'est pas imposer, c'est accompagner, éclairer, créer de la valeur mutuelle. Dis-moi en commentaire.
Quelle est ta plus grande difficulté en vente? Je te répondrai dans une prochaine vidéo. Abonne-toi pour d'autres résumés business ultra pratiques, et surtout, passe à l'action.